La mort bouleverse, elle arrache, interrompt, fait vaciller tous nos repères. Mais quand il s'agit de la perte d'un être cher, un conjoint, un parent, un enfant, le deuil devient une traversée intime, singulière, souvent incomprise. Pourquoi ne vit-on pas tous le deuil de la même manière ? En quoi le lien que nous avions avec la personne décédée transforme-t-il notre façon de faire face à la disparition ? Et quel rôle jouent les rituels, les gestes symboliques pour nous aider à tenir debout ? Vivre le deuil avec Evelyne Josse, psychologue clinicienne et psychotraumatologue. Evelyne Josse, bonjour. Bonjour Marjorie. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous dire ce qui rend chaque deuil unique ? Alors c'est un ensemble de facteurs. Évidemment, on pense tout d'abord à l'intensité émotionnelle de la relation qu'on entretient avec la personne. Certains deuils sont plus douloureux parce que nous sommes plus proches du défunt. C'est le cas par exemple d'un conjoint et c'est le cas aussi par exemple d'un enfant. Le deuil d'un enfant est le deuil le plus douloureux, y compris chez la personne âgée. Les recherches ont montré que le deuil d'un enfant adulte est plus douloureux que le deuil du conjoint de toute une vie. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est que certains deuils bouleversent nos repères identitaires, le sens que nous avons dans la vie, nos rôles sociaux. Par exemple, nous sommes l'époux ou l'épouse de, nous sommes le parent de. Et un deuil vient bouleverser cela. Et ce sont des rôles centraux. Le rôle d'un conjoint, c'est un co-constructeur de vie, le conjoint, donc il est à la fois un soutien émotionnel, mais c'est aussi quelqu'un qui va aider et participer à la vie du quotidien. Un enfant, pour beaucoup d'entre nous, c'est aussi un rôle central. Donc ça vient bouleverser tout ça. Alors il y a des deuils qui peuvent être extrêmement douloureux, mais qui vont moins avoir d'impact sur notre identité. Et c'est assez fort lié aussi à l'impact que le deuil va avoir sur notre présent et notre futur. Donc la manière dont on va vivre, la manière dont on va se projeter dans la vie. Une personne âgée, par exemple, ou qui est près de la retraite, a peut-être des projets avec son conjoint. Pour un enfant, bien sûr, on a des projets pour lui et des projets, voilà, pour toute une vie. Hein, c'est une vocation à vie d'être parent. Donc, ça va aussi impacter très fort le quotidien. Ça, ce sont des éléments importants. Alors, il y a aussi, par rapport à la nature de la relation, il y a des deuils que je dirais non reconnus, désavoués. C'est par exemple le deuil d'un ex-conjoint, le deuil d'un amant, surtout quand personne n'est au courant, le deuil d'un animal domestique, le deuil d'une fausse couche. Ce sont des deuils qui sont moins compris par l'entourage et la personne peut se retrouver avec le fardeau à porter toute seule. Par l'entourage et par la société. Et par la société. Alors évidemment, il y a les circonstances du décès qui vont être importantes par rapport à la manière dont on va faire le deuil. Si la personne meurt subitement, que son décès est inattendu, un accident vasculaire cérébral, une crise cardiaque par exemple, ça crée un choc traumatique. Alors ça ne veut pas dire évidemment que quand un deuil survient au terme d'une longue maladie, ce n'est pas difficile. Au contraire, la personne peut avoir été très éprouvée par ce qu'on appelle le pré-deuil. Comment la personne est décédée ? Est-ce qu'elle est décédée de façon paisible, elle s'est endormie comme s'éteint une chandelle, ou est-ce qu'elle est décédée en souffrant physiquement beaucoup, ou en souffrant moralement beaucoup, ou est-ce qu'elle est morte de mort violente, par exemple un homicide ? Malheureusement, ça arrive, et puis on a vécu les attentats terroristes où des personnes aussi sont mortes de façon très violente. Ouais. L'âge du défunt va être important aussi. Si c'est un enfant, un adolescent, un jeune adulte ou un jeune adulte qui a des jeunes enfants, ça bouleverse le sens qu'on attribue normalement à la vie, où nos attentes fondamentales par rapport au cycle de vie, c'est qu'on meurt quand on est âgé et pas quand on est jeune. Le profil de l'endeuillé joue évidemment. Reprenons l'âge. Ce n'est pas la même chose de perdre un proche quand on a un enfant, un adolescent, un jeune adulte ou une personne âgée. La période la plus difficile, c'est l'adolescence. Dans les études, c'est là où on a le plus de risques, aussi de risques importants, notamment de tentatives de suicide ou en tout cas de jeux dangereux.
Mais une personne âgée qui perd, un proche, elle a souvent déjà cumulé, hein, une série de deuils, donc Et c puis la solitude, lui et tombe la sur les solitude. épaules. Voilà, donc elle est de plus en plus isolée et puis elle est aussi de plus en plus confrontée à l'idée de sa propre mort. Mmh. Donc l'âge joue beaucoup, la personnalité aussi. Il y a des personnes qui sont très extraverties et les personnes extraverties, généralement, elles demandent de l'aide. Elles demandent du soutien, alors que les personnes introverties, hem, elles vont plus, faire des rituels personnels, elles vont plus aller du côté du développement personnel ou, de la spiritualité. Alors c'est parfait, c'est très bien, mais le risque, c'est qu'elles soient plus isolées. Mmh. Or, on sait que pour se sortir d'un deuil, c'est important d'avoir un réseau autour de soi. Puis il y a des personnes qui sont vulnérables déjà avant le décès, qui sont, psychotiques par exemple, hein, qui ont des délires, donc elles sont effectivement déjà plus fragiles ou des personnes très anxieuses ou dépressives ou très dépendantes. Les croyances de la personne vont jouer aussi un grand rôle. Par exemple, il y a beaucoup de personnes, et encore de plus en plus maintenant d'après les études, qui pensent qu'il y a une vie après la mort. Le contexte culturel également, parce qu'on est quand même dans une société, où nous brassons, un grand nombre de cultures. Donc dans certaines cultures, je pense notamment à certains, pays en Afrique, mais donc nous avons aussi beaucoup de personnes qui sont issues de l'immigration, qui vont avoir beaucoup plus de soutien de leur entourage sur une beaucoup plus longue période. Alors que, heu, dans la culture occidentale, on est souvent très entouré dans les tout premiers temps et après les funérailles, ça commence à diminuer Mmh. et on a une pression aussi au niveau, de notre société occidentale de reprendre sa vie, de reprendre le cours de sa vie le plus vite possible. Donc il y a une pression aussi qui ne respecte pas, le rythme du deuil. Les hommes, hein, versus les femmes, les hommes doivent être forts. J'ajouterais aussi les facteurs socio-économiques. On n'y pense pas toujours, mais un grand nombre de personnes, quand, un conjoint décède, par exemple, se retrouvent en difficulté financière, Oui, parce qu'il faut payer les obsèques justement. voilà, Mmh. et donc sont parfois obligés aussi de déménager. Donc tous ces aspects vont jouer énormément. Alors justement, c'est marrant parce que vous donnez vraiment, des sortes de catégories finalement, mais est-ce qu'il y a des étapes universelles là pour le coup, dans le processus de ce deuil? Alors effectivement, plusieurs, psychiatres ou psychologues ont théorisé sur des phases. On entend généralement parler d'Elisabeth Kubler-Ross. Moi, je préfère le modèle d'un psychiatre français qui s'appelle Christophe Fauré, qui est en 4 étapes. Je voudrais juste dire avant ça que, en général, ces modèles commencent après le décès. C'est-à-dire que la première phase, des différents théoriciens, le deuil commence au moment où on annonce la mort. Or, dans un très, très grand nombre de cas, le deuil commence avant la mort, c'est ce que moi j'appelle le pré-deuil. Alors ça ne veut pas dire que ce pré-deuil va aider, ou que le deuil après la mort sera plus facile. C'est pour moi simplement d'autres phases, on passe par d'autres étapes qui ont, aussi leur spécificité. Donc pour reprendre, les 4 phases de Christophe Fauré, lui il parle du choc et de la sidération. Donc ça, c'est la première phase qui dure de quelques heures à quelques jours, tout au plus, quelques semaines. Donc parfois les personnes semblent agir complètement normalement et en fait un peu en pilote automatique. Donc on est souvent surpris, de la maîtrise que ces personnes ont et qu'elles ne s'écroulent pas. En fait, c'est un mécanisme de défense. C'est important de le savoir parce que j'ai déjà entendu des personnes dire, «Oh mais, cette maman a perdu son enfant et elle sourit». Elle n'a aucune émotion, donc quelque part, elle est frappée d'indignité. Or, c'est un mécanisme de défense qui nous permet d'absorber le choc, on appelle ça l'anesthésie émotionnelle. D'autres personnes vont être complètement hébétées, comme si elles ne comprenaient plus rien, elles n'ont plus le mode d'emploi de la vie. Et d'autres vont s'écrouler complètement. Donc c'est une phase où les personnes vont réagir de façon très différente. Vient ensuite la phase de fuite et de recherche qui dure entre 6 mois et 15 mois. Alors ça, ce sont des ordres de grandeur, ça peut durer beaucoup moins, Oui, ça bien peut sûr. durer beaucoup plus. Et dans cette phase, il y a une espèce de balance entre des moments où on va
rechercher le défunt, c'est pour ça que ça s'appelle aussi phase de recherche. Par exemple, on va écouter sa voix sur la messagerie téléphonique, on va humer l'odeur de son t-shirt, euh, on va écouter des musiques qu'il aimait, relire des mails. Donc là, on va vers le défunt et donc aussi vers la douleur que cela nous provoque. Et à d'autres moments, on peut être beaucoup plus dans l'hyperactivité, euh, vraiment s'abîmer dans le travail, sortir, en boîte, même avoir une relation, amoureuse ou extraconjugale à ce moment-là et ça, c'est une manière de fuir. De fuir, oui. Et en fait, c'est important d'avoir une balance, de pas tout le temps être dans la douleur, d'avoir aussi ces moments qui sont aussi des pauses pour notre esprit, hein. C'est la meilleure manière de faire face. Puis vient la phase de déstructuration qu'on appelle aussi la phase d'état qui dure de 1 à 3 ans en général, mais pour un conjoint, ça peut être 5 ans, pour un enfant, ça peut être 7 ans, hein, donc il y a pas de limite, c'est juste un ordre de grandeur et c'est une phase où on va avoir beaucoup plus un vécu dépressif. Alors ça étonne la personne elle-même, ça peut étonner l'entourage aussi. À un moment, parce qu'on est quand même à quelques mois du deuil là, du décès, on s'attend à ce que la personne aille mieux et en fait elle va plus mal. La métaphore que j'utilise moi, c'est celle de la nuit. Je demande aux personnes: «Est-ce que vous savez à quel moment la nuit est la plus noire et la plus froide?» Donc en général, les gens ne savent pas et Oui, alors bien, je c'est leur ce que dis: «C'est juste avant le point du jour» et c'est tout à fait exact, hein, c'est vrai Mmh. et donc pour dire qu'en fait, plus c'est noir, plus on va mal et bien plus on est près en fait de la lumière, hein. Ah Ah oui. donc c'est une phase où on guérit. Et vient ensuite la dernière phase qui est une phase de restructuration. Donc on va progressivement retrouver, du plaisir dans la vie, se reconnecter aux autres. J'aime bien moi les métaphores donc j'utilise beaucoup de métaphores. Allez-y. J'aime bien celle, de la marée. J'habite en Normandie, les marées sont très rapides et elles ont une grande amplitude. Mmh. Si on va en Méditerranée, c'est pas du tout le cas. Eh bien, le deuil, c'est comme la marée, c'est-à-dire que pour certaines personnes, il va y avoir des va-et-vient et des retours en arrière très importants. Pour d'autres, tout semblera beaucoup plus calme. Ce qui est important dans une marée aussi, c'est que chaque vague vous amène un peu plus loin, pas toujours au même endroit, mais donc on avance, mais avec des retours en arrière. Alors, si je continue à filer un peu cette métaphore, c'est que parfois on est dans le creux de la vague, parfois on surfe sur la vague, c'est jamais tout à fait calme, il y a des tempêtes auxquelles on s'attend, comme par exemple les funérailles ou des dates anniversaires, et puis il y a des lames de fond qui viennent nous surprendre. Et donc, il faut voir le deuil comme ça. Du moment que ça bouge, c'est positif. Ce qui est inquiétant, enfin, ou plus inquiétant, disons, c'est quand il y a plus de retour en arrière. Donc, le retour en arrière, les régressions, le fait que la personne aille plus mal à un certain moment, c'est l'idée de la marée. Il y aura la vague suivante qui va l'amener plus loin. Mais quand tout est figé, à ce moment-là, c'est souvent à ce moment-là qu'on a besoin d'un thérapeute. Alors avec tout ça, est-ce que on peut vraiment faire son deuil et qu'est-ce que cette expression signifie, dans la réalité? Alors heureusement, hein, qu'on peut faire son deuil parce que nous sommes ou nous serons tous confrontés à la mort d'un proche, à moins de mourir prématurément soi-même. Donc heureusement que nous avons des mécanismes de guérison interne. Oui, on a des processus psychologiques qui nous permettent de rebondir. Alors ce qu'on appelle faire son deuil, en fait, les thérapeutes vont plutôt parler de processus de deuil. C'est un processus qui se déclenche spontanément, ce n'est pas lié à la volonté de la personne. Et ce processus doit amener la personne à intégrer la perte dans la réalité extérieure et à lui permettre d'intégrer la relation au défunt dans une relation plus interne, plus intériorisée. Ce que moi j'appelle faire son deuil, c'est-à-dire ce que j'estime être un deuil accompli, ce n'est pas ne plus jamais être triste. Nous sommes des êtres humains, il y a des dates anniversaires, donc bien sûr qu'il y aura des moments où on sera triste, où on va être un peu plus maussade. Un deuil accompli pour moi, c'est un deuil où la personne n'a plus d'images ou de souvenirs intrusifs du défunt qui soient douloureux. Dans un premier temps du deuil, souvent, l'idée du défunt vient,
même en dehors de la volonté de la personne, et elle soulève des émotions très douloureuses. C'est de pouvoir penser au défunt, donc parfois en étant triste, mais aussi penser au défunt, penser à des anecdotes. «Ah, tu te souviens, papa, il faisait ça. Ah, maman, elle racontait toujours telle et telle chose». Donc ça, pour moi, ne plus avoir ces souvenirs douloureux qui viennent de façon intempestive. Un deuxième point, c'est de pouvoir reprendre plaisir dans le présent et pouvoir avoir des projets pour le futur sans culpabilité. Retrouver l'énergie, hein, parce qu'aussi dans un premier temps, on est souvent extrêmement fatigué, et les rôles sociaux, parce que parfois, dans un premier temps, même si on aime beaucoup son travail, on n'est plus capable de travailler, même si on aime beaucoup ses enfants, quand on a perdu un enfant, on devient souvent moins apte à s'occuper de façon, tout à fait adéquate Mmh. des autres enfants, ce qui est tout à fait normal, hein, mais donc pour moi, un deuil accompli, c'est ça. Alors on parle de processus de deuil, comme je vous ai dit, là, c'est spontané. On parle aussi aujourd'hui de travail de deuil. Ah oui. Il y a un monsieur qui s'appelle William, Worden, et lui, il parle de tâches que l'endeuillé a à accomplir pour s'aider dans son deuil. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle aussi de deuilleur plutôt que d'endeuillé, parce que deuilleur a un côté actif. Donc les 4 tâches, c'est accepter, la réalité de la perte. Ça ne veut pas dire que on est content de ça, hein, mais donc ça veut dire que on va, par exemple, reconnaître intellectuellement et émotionnellement que la personne est décédée, et pour ça, eh bien, on va participer aux funérailles, on peut aller sur des lieux de recueillement, on peut trier les affaires du défunt. Vous avez des personnes qui ne bougent plus à rien, qui ne touchent plus aux affaires du défunt, et qui on a cette momification où Mmh. tout doit rester en l'état. Bien ça, ce sont des personnes qui ne font pas cette première Ouais. tâche que Worden appelle accepter la réalité de la perte. La deuxième, c'est vivre la douleur du deuil, donc pouvoir exprimer ses émotions. Ça peut être à la famille, à un thérapeute, ça peut être par écrit dans un journal. Il y a des tas de façons de le faire, hein, c'est pas quelque chose de précis. S'adapter à l'absence, c'est-à-dire reprendre des rôles, comme par exemple, si le conjoint s'occupait de toutes les tâches administratives, bien, c'est pouvoir les faire, ou le jardinage, enfin, ou de nouvelles tâches, hein, ou de se réinvestir dans un autre boulot, ou de rencontrer des nouvelles personnes. Et la dernière tâche, c'est relocaliser le défunt, c'est-à-dire, comme je disais, transformer cette relation en une relation interne. Et donc, on parle beaucoup de continuing bonds, donc de liens continus. Donc avant, Freud disait: «Bien voilà, une fois qu'une personne est décédée, on va reprendre l'investissement émotionnel qu'on avait à son égard, et on va investir quelqu'un d'autre». La réalité, évidemment, elle est tout autre. Même quand une personne est décédée, on continue à l'aimer, et le aimer, c'est un lien, hein, donc c'est d'avoir, ce lien interne, et donc ça peut être, en faisant des petits rituels, heu, je sais pas moi, pour une fête, on peut lever, un son verre, Mmh. à la personne défunte, et puis après la vie continue. On en a un peu parlé tout à l'heure avec, votre métaphore, sur, la vague, les marées, mais est-ce qu'on peut aller peut-être, un petit peu plus dans le détail sur les signes, d'un deuil pathologique? Alors moi, le deuil pathologique, ce terme-là, je le réserve au deuil qui s'accompagne de troubles psychiatriques. Mmh. Je vais donner des exemples, ce sera plus facile. Il y a ce qu'on appelle par exemple le deuil mélancolique. Ce sont des personnes qui sont dans des dépressions mais extrêmement profondes, qui ne se lèvent plus de leur lit, qui ne se lavent plus, qui ne mangent plus, qui ne parlent plus, ou par exemple les personnes qui sont psychotiques et qui vont commencer à délirer en pensant qu'on a tué la personne, que c'est les services secrets qui ont tué la personne, ou que c'est eux-mêmes qui ont tué euh, le défunt. Évidemment. Donc on parle plutôt pour les personnes qui ont du mal avec leur deuil, qui ont des deuils prolongés, qui sont longs ou qui sont très douloureux, on parle plutôt de deuil compliqué. Donc ce sont des personnes qui peuvent évidemment avoir des signes de dépression, bien sûr, ou d'anxiété, mais qui n'ont pas un trouble mental Ouais. caractérisé. Mmh. Alors, c'est déjà l'intensité du deuil. C'est tout à fait normal que dans les premières semaines, les premiers mois,
l'intensité émotionnelle, la tristesse, parfois la colère, parfois les sentiments de culpabilité soient très importants. Mais vous avez des personnes qui, même après plusieurs années, restent dans cette intensité douloureuse, la même intensité douloureuse avec finalement pas de répit Mmh. entre ces moments douloureux. C'est un moment douloureux qui se poursuit à l'infini. C'est aussi, des personnes qui refusent d'accepter le décès, qui disent par exemple, si quelqu'un a été perdu en mer, moi j'ai eu des patients, comme ça, qui disent: «Ah mais il a sûrement, trouvé, un refuge sur une île» et donc c'est se persuader. J'ai aussi, été en contact avec les mamans qui ont perdu, un fils, en général un fils, dans le djihad, donc ils sont partis en Syrie ou en Irak, pour Daesh. Mmh. Et ces mamans, parfois, se disent: «Mais elle a réussi et maintenant il est sous une autre identité pour pas être reconnu par Daesh, il a quitté Daesh». Donc il y a ça, c'est le refus Mmh. et bon, ça signe qu'on ait cet espoir quelques semaines, quelques mois, c'est tout à fait normal, mais au bout d'un certain temps, Il faut il faut accepter. accepter cette perte. Et nous, face à cela, qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes, qui se sentent donc coupables de ne pas aller, mieux assez vite? Parce que cette situation est compliquée aussi pour le reste de la société, le reste de l'entourage. Moi, j'essaierai déjà de comprendre, pourquoi elles se culpabilisent de ne pas aller mieux. Souvent, c'est un ensemble de facteurs à la fois internes et externes. Donc, par exemple, dans les facteurs internes, ça peut être des personnes qui ont déjà tendance à s'autocritiquer. Mmh. Elles font jamais bien, c'est les autres sont toujours mieux qu'elles. Donc, c'est pas la même chose, heu, qu'une personne qui, dirait ce genre de choses, mais le défunt a fait promettre avant son décès: «Tu vas être fort, tu vas t'en Ah sortir» oui. et donc là, ça peut aussi la personne, elle a le sentiment de ne pas honorer le Ouais, défunt ouais. en allant mieux et alors bien sûr notre société qui ne respecte pas le rythme du deuil où, après, 6 mois, on devrait déjà être tout à fait opérationnel même si on a perdu un enfant. De toute façon, bah, c'est valider les émotions. Moi je dis toujours, que le deuil n'a pas d'agenda. Chacun a son À rythme. Je son prends rythme, oui. parfois la métaphore de l'enfant qui apprend à rouler en vélo. Bien, il y en a qui apprennent plus vite que d'autres. La majorité des enfants tombent, c'est-à-dire Oui, oui. rechutent, hein, c'est-à-dire Ouais. on va moins bien à un certain moment. Et finalement, bien, tous les enfants finissent par apprendre à rouler en vélo. Donc ça, c'est ma petite métaphore. Ce qui montre des résultats, c'est tout ce qui est autocompassion. Hein, de la compassion pour soi-même, donc des méditations guidées, par exemple, d'autocompassion. Et puis, je pense qu'on peut suggérer, quand les personnes se culpabilisent et que ça ne passe pas, que ce n'est pas sensible à la rationalité. Hein, quand même, la personne dit: «Oui, je sais, que c'est normal, mais quand même, je devrais aller mieux maintenant». Je pense qu'il faut un thérapeute Est est la important. meilleure solution, oui. On parlait aussi tout à l'heure de rituels, religieux, laïques, peu importe. Pourquoi, ces rituels autour, d'un décès sont importants? Alors je pense qu'ils répondent à un besoin, fondamental et universel puisqu'en fait on va trouver des rituels partout dans le monde. C'est-à-dire que toutes les sociétés, toutes les communautés ritualisent la mort. Donc je pense que ce n'est pas un hasard. Alors, beh, un des premiers rôles, si on prend, un rituel très important qui est celui des obsèques, c'est que ça fait passer le défunt du monde des vivants au monde des morts. Mmh. C'est l'adieu au corps physique, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là commence la relation interne au défunt. C'est une façon de se confronter à la perte, hein, donc d'intégrer aussi, cette perte. Si on prend les cultes religieux, ben, en fait, heu, celui qui officie en fonction des religions va confier le défunt à Dieu, c'est-à-dire il va être relocalisé dans un au-delà, auprès de Dieu qui va aussi prendre soin de lui. Pour des personnes plus laïques, elles vont parfois prendre, le défunt à ce moment-là comme un ange gardien, donc pas nécessairement un ange avec des petites ailes, hein, mais l'idée d'une espèce de mentor comme ça, de protecteur. Et puis ça permet aussi de
d'exprimer ses émotions, que ce soit collectivement ou individuellement. On peut, par exemple, tous les soirs allumer une petite bougie ou à une photo parler, dire au revoir, raconter la journée. Ce sont des petits rituels qui permettent aussi d'exprimer ses émotions. C'est aussi une façon de pouvoir recevoir le soutien des autres, des autres proches, Mmh. donc aussi de ne pas être seul face à cette perte. Bien sûr, c'est aussi une manière d'honorer, et de célébrer le défunt. Donc ça remplit pas mal De de fonction, fonctions. ouais, et on parlait aussi, sans que ça tombe peut-être dans le côté, mausolée, le fait de, garder un objet, créer une petite cérémonie personnelle, écrire une lettre. Est-ce que ces gestes symboliques, ça aide vraiment? Alors oui, les études montrent que ça aide vraiment, que les personnes qui ont des rituels, qu'ils soient collectifs ou individuels, ont moins de risques de développer un deuil compliqué. Comment, donc nous, on réagit, face à une personne qui ne souhaite pas participer à ces rituels? Là encore, il faut comprendre, le refus. Certaines personnes, c'est dénué de sens et donc avec ces personnes-là, on peut peut-être imaginer des rituels alternatifs, qui auraient beaucoup plus de sens, pour elles. Parfois, ces personnes, ne vont pas avoir de rituel comme on l'entend habituellement, mais par exemple, vont s'investir dans une activité qui était importante pour le défunt. Mmh. Alors, est-ce que on peut dire, qu'on peut revivre après une perte? Revivre, et que signifie cette idée? Alors oui, donc on peut revivre comme je l'ai dit, ça n'est pas nécessairement, être comme avant. On va être transformé par une expérience, surtout si c'est la perte d'un enfant ou d'un conjoint, c'est-à-dire de personnes avec qui on partage, le quotidien. Certaines personnes vont développer davantage d'empathie, de solidarité, vont se tourner plus vers l'environnement, ou vers la spiritualité et donc là, on parle de croissance post-traumatique, c'est-à-dire qu'on va voir des personnes qui vont, se tourner plus vers l'humain, la nature et la spiritualité. C'est-à-dire à revenir à des valeurs qu'elles estiment fondamentales par rapport à ce qu'elles peuvent aussi voir comme un égarement, de la course au succès ou à l'argent et donc elles vont, moi je dis devenir plus riches et là je prends la Mmh. métaphore de l'huître, qui a été blessée et c'est parce qu'elle a été blessée qu'elle va entourer, ce qui l'a blessée de couches de nacre. Ça prend beaucoup de temps pour faire, cette perle donc ce ne sont pas des parcours de vie où la personne du jour au lendemain va aller bien et va revivre. C'est des longs parcours, mais souvent ça les personnes qui traversent ce genre d'épreuves vont aller vers, plus de richesse intérieure. Bah, nous, on peut évidemment, aider, ces personnes en leur rappelant aussi qu'aller bien, ce n'est pas déshonorer le défunt, c'est tout le contraire en Mmh. fait. Hem, c'est les aider à peut-être redéfinir une identité de choses qui pourraient être importantes, pour elles, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qui fait que la vie, vaut la Vaut la peine peine d'être d'être vécu. vécue. Donc ça va peut-être plus être les mêmes choses qu'auparavant. Je pense vraiment que les thérapeutes ont quelque Ouais. chose à apporter, que les groupes de soutien ont quelque chose à apporter. Il y a des groupes, de soutien pour les personnes endeuillées. Il y a aussi d'autres ressources comme, des ressources au niveau, du web, hein, avec des plateformes, qui organisent aussi d'ailleurs, des événements, Alors c'est pas toujours facile de retrouver du sens, surtout quand on est une personne âgée et que ce qu'on peut projeter dans l'avenir, C'est c'est de en rejoindre général ouais, c'est de éventuellement rejoindre l'autre. l'autre. Ça peut être un objectif, hein, Aussi, dans le effectivement. sens même positif, Oui, oui, je c'est-à-dire de comprends. dire qu'on peut continuer à profiter tout en gardant ce lien très Mmh. intense interne avec le défunt. Alors souvent, ça va passer, retrouver du sens par un investissement qui est en lien avec le défunt. Donc ça peut être écrire un livre, ça peut être une association. Effectivement, mais quand on parle de thérapie, est-ce que le MDR, parce qu'il y a tellement de gens qui parlent de ça en ce moment pour aller mieux dans la vie, est-ce que ça peut aussi accompagner, dans un deuil?
Le MDR, l'hypnose aussi, moi je suis les 2, hein, je suis Oui. thérapeute et praticienne de MDR. Pour, le deuil, j'utilise aussi beaucoup, l'hypnose. D'autres thérapies, les thérapies narratives, les thérapies comportementales et cognitives, je les connais moins, mais dans le deuil, ce sont des thérapies qui ont aussi été analysées par la recherche et qui semblent montrer de bons résultats. Le MDR est très, très bien pour toutes les personnes qui ont des images traumatiques. Mmh. Donc, par exemple, quelqu'un est mort dans un accident, elles n'ont pas vu l'accident, mais elles se sont représentées l'accident. Ou parfois avoir vu effectivement l'accident, ou avoir vu son parent très amaigri, très douloureux, qui a beaucoup souffert en fin de vie. Donc, ce genre d'image peut vraiment être effacé par le MDR. Moi, en hypnose, je fais aussi des scènes imaginaires où on va continuer la relation avec le défunt et régler ce qu'on n'a pas pu régler. Evelyne Josse, merci beaucoup. Merci à vous. Retrouvez tous les épisodes de la saga Tranche de vie sur l'espace Perte d'un proche sur massif.fr.